Bonne nuit à tous. Je suis la conteuse et je suis là pour vous aider à vous endormir avec ces histoires d'horreur racontées par des personnes qui ont survécu à leur harceleur. Alors avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. J'aimerais savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez cette vidéo, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quand vous serez prêt, installez-vous confortablement et détendez-vous. Je voudrais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années, et à vrai dire, j'ai encore du mal à le mettre en mots, car la plupart du temps, le simple fait de m'en souvenir me rend très nerveux. C'est une longue histoire, alors soyez indulgents, car certains détails sont un peu confus, mais je ferai de mon mieux. Tout a commencé quand j'avais environ 15 ans. Ma mère, qui avait toujours été une reine du drame en couple, a renoué avec un ex du lycée, un garçon nommé David. Lui et ma mère ont recommencé à sortir ensemble, et au début, je ne trouvais pas ça si terrible. Le truc, c'est que David avait un fils de mon âge, alors on se croisait par hasard au lycée. Il s'appelait Daniel. Ils avaient aussi 2 jeunes enfants, Lucas et Emma. Honnêtement, je ne le voyais pas beaucoup au début, car lui et ma mère étaient presque toujours ensemble, sortaient dîner ou leur rendaient visite. Du coup, je n'ai jamais vraiment passé beaucoup de temps avec lui. Mais un soir, juste avant Noël, il m'a appelé. C'était bizarre dès le début, parce que je le connaissais à peine. Il m'a demandé ce que je voulais pour Noël, et je me suis dit, sérieux, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Mais je me suis dit qu'il voulait juste que ma mère l'aime, alors qu'est-ce que j'en sais? Je lui ai tout dit. Le truc, c'est que cet appel m'a laissé un goût amer, comme si quelque chose clochait. Et le pire, c'est qu'avec le temps, ce type a commencé à montrer des signes qui me tapaient sur les nerfs, un sentiment de malaise inexplicable. Quelque chose chez lui clochait. David a emménagé chez ma mère et moi très tôt, et j'ai essayé de me convaincre que c'était peut-être juste moi, sans doute parce que leur relation allait trop vite et que ça commençait à me peser. Mais les choses ont commencé à devenir bien plus étranges au cours des années qui ont suivi, et pas seulement gênantes. Les mois ont passé, et c'est là que les choses sont devenues vraiment terrifiantes. Un jour, en plein été, j'ai remarqué quelqu'un qui rôdait devant les fenêtres de ma chambre, tard dans la nuit. Ce n'était pas seulement mon imagination. Parfois, je voyais quelqu'un, ou mon voisin me signalait avoir vu quelqu'un. D'ailleurs, une nuit, quelqu'un a pris des photos dans ma chambre. Je ne savais pas qui c'était. Je n'en avais aucune idée sur le moment, mais le sentiment d'être observé était terrible. Nous avons appelé la police. Mais bien sûr, que pouvait-il faire s'il ne trouvait personne? Nous étions plongés dans l'incertitude et la peur qui nous envahissait, ce sentiment que quelqu'un rôdait dehors. Et ce n'était pas tout. La paranoïa s'est accrue lorsque ce type de silhouette a commencé à apparaître presque quotidiennement, jetant un coup d'œil par nos fenêtres la nuit. Il était clairement mal intentionné. Ma mère était très inquiète, mais pour une raison inconnue, chaque fois que nous appelions la police, il disparaissait sans laisser de traces. Nous ignorions totalement pourquoi cet homme était si obsédé par nous, ni qui il était vraiment. Mais cette situation nous mettait sur les nerfs. En hiver, je voyais des traces de pas qui menaient droit à ma fenêtre, mais à ce moment-là, une idée avait germé dans ma tête, et même sans preuve évidente, je savais que c'était David. Je ne voulais pas en parler seulement à ma mère, car elle était folle de lui, et je savais que si je lui disais ce que je pensais, elle le rejetterait immédiatement, ce qui ne ferait qu'ajouter au drame à la maison. Cependant, la situation à la maison n'a fait qu'empirer. Quoi qu'il en soit, la situation est devenue de plus en plus hostile avec la présence de David. C'était un homme autoritaire et jaloux, qui buvait trop et plus fréquemment, et à un moment donné, la violence est devenue partie intégrante de notre quotidien. David a commencé à être violent non seulement envers ma mère, mais aussi envers moi et envers la pauvre Emma, sa petite sœur. Il lui arrivait de l'attraper et de la secouer pour qu'elle arrête de pleurer. Cela me remplissait de terreur, mais aussi de rage. À plusieurs reprises, nous avons fini par nous disputer violemment. J'avais tellement peur pour elle. Mais juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, ma mère a perdu son emploi. David, pris d'une de ses crises de jalousie habituelles, s'est présenté ivre au travail de ma mère et lui a fait une scène. Cela a conduit à son licenciement, et ce n'était que le début d'un chaos sans fin. Ma mère a essayé de mettre David à la porte. Mais il refusait. Nous nous sentions désormais pris au piège, sans le sou, et nous gardions constamment la peur en nous. Nous ne savions pas quoi faire. La famille a commencé à se désagréger, et un soir,
la situation a atteint un point où elle était irréparable. David et ma mère ont commencé à se disputer très fort, plus fort que d'habitude. C'est là que j'ai entendu un grand bruit dans la chambre, et mon cœur s'est arrêté. J'ai immédiatement couru voir ce qui se passait, et j'ai failli mourir quand je l'ai trouvée sur elle, la frappant encore et encore comme un fou, comme s'il voulait la tuer. À cet instant, mon cœur s'est arrêté. J'ai commencé à hurler comme une folle et je me suis jeté sur lui pour l'arrêter. Mais il m'a attrapé par le cou et m'a plaqué contre le mur, me frappant juste au visage. C'était une scène de terreur totale. David nous a attaqués avec une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. Mais juste au moment où je pensais que la situation ne pouvait pas empirer, il a décroché du mur une hache de guerre antique et tranchante, accrochée de façon décorative dans le salon. Il l'a attrapée comme une batte de baseball et s'est mis à nous poursuivre avec. À ce moment-là, j'ai cru qu'on allait mourir. Pendant ce temps, ma mère a essayé d'appeler la police, mais ils ne sont pas venus tout de suite. Au milieu du chaos, j'avais mon téléphone à la main et j'ai composé le 911. J'ai crié, pleuré et supplié qu'on vienne vite pour nous aider. Je ne sais pas comment, mais au milieu de la bagarre, il a réalisé qu'il avait appelé la police et est parti. La voiture de patrouille est arrivée plus tard, et heureusement, ils l'ont rattrapé. Cependant, ce n'était pas la fin du cauchemar. Au moment du procès, ma mère n'a pas voulu témoigner contre lui. Elle avait tellement peur qu'elle a refusé. Mais il fallait quand même aller au tribunal. Nous l'avons vu au tribunal avec ce sourire que je n'oublierai jamais. Un sourire qui semblait exprimer la pure malice et la suffisance, montrant clairement qu'il ne regrettait rien. Il n'éprouvait aucun remords, et c'était le pire, il semblait savourer la situation. David a été reconnu coupable de voies de faits graves et de tentatives de meurtre, et condamné à 11 ans de prison. Mais à notre grande surprise, peu après, il a dû comparaître devant un nouveau procès, où il a été accusé du meurtre de sa première femme, noyée dans leur piscine, et qui a été déclaré accidentel. Cependant, le fils aîné de David a été reconnu coupable de meurtre. Il prétendait maintenant que ce n'était pas le cas, que c'était son père qui avait noyé sa mère au milieu d'une bagarre et qu'il avait menacé pendant des années pour le faire taire. Le garçon avait tellement peur de lui qu'il ne disait rien, et ce n'est qu'en prison qu'il s'est senti suffisamment en sécurité pour parler. Aujourd'hui, David risque la prison à vie, ce qui signifie qu'il ne menacera plus jamais personne, du moins pas en dehors de la prison. Depuis ce jour, tout ce que je peux dire, c'est que j'espère ne plus jamais avoir à le revoir. Ma mère n'est sortie avec personne depuis. Je suppose qu'elle n'a toujours pas surmonté ce traumatisme. Quant à moi, je n'ai jamais pu retourner me coucher sans au moins jeter un coup d'œil par la fenêtre. Ce sentiment d'être observé ne m'a jamais quitté et me rappelle constamment tout l'enfer que David et moi avons traversé. Quand j'étais encore au lycée, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de me comprendre, vous savez. Je n'étais ni hétéro ni gay, je n'entrais tout simplement dans aucune des deux catégories. C'était en 2009, et croyez-le ou non, les choses n'étaient pas aussi ouvertes qu'aujourd'hui. Il y avait encore beaucoup de préjugés à ce sujet, alors je savais que je devais rester discret. Je ne voulais pas éveiller les soupçons de mes camarades et risquer d'être victime de harcèlement. La plupart des gens pensaient que je n'étais pas intéressé par les relations, mais il y avait une fille, que nous appellerons Lisa, qui ne supportait pas un refus. Lisa était une de ces filles de l'équipe de Pom Pom Girls, super cool, très extravertie, et avec un sourire qui semblait être sa signature. Elle avait plein d'amis, était toujours bruyante et était le centre de l'attention à chaque événement. Mais sans vouloir paraître méchante, j'ai pu découvrir une autre facette de Lisa, une facette peu commune et que tout le monde ne remarquait pas. C'était comme si elle avait deux visages. Le fait est que, presque tous les jours à l'école, elle me provoquait à la cantine, m'insultait dans les couloirs et me pourrissait la vie. Pourtant, elle n'a jamais eu d'ennui pour son comportement. Elle venait visiblement d'une famille assez aisée et avait probablement des amis influents pour la protéger. J'ai donc toujours pensé que si je pouvais l'éviter, les choses iraient mieux. Mais un jour, à l'heure du déjeuner, elle et ses amis ont fait beaucoup de bruit, me prenant pour un porc ou quelque chose comme ça. Alors, sans trop y penser, je me suis approché et j'ai déversé tout mon repas sur sa table. Honnêtement, ce moment m'a fait du bien, comme si j'étais prêt à arrêter de supporter ces bêtises, mais le plus fou, c'est ce qui s'est passé ensuite. Au lieu de s'énerver, Lisa s'est penchée et m'a embrassé sur la bouche. J'étais sous le choc, ne sachant pas quoi dire, et elle a commencé à me parler de ce qu'elle ressentait à l'idée que je me fasse désirer.
Elle m'a même demandé si je voulais sortir avec elle, ou même faire autre chose. Ça m'a complètement bouleversé, car ce n'était absolument pas ce à quoi je m'attendais de sa part. Évidemment, c'était bizarre, car c'était à l'opposé de son comportement habituel. Ça ne m'intéressait pas, alors je lui ai gentiment dit que j'y réfléchirais. Elle m'a laissé son numéro, mais j'ai eu l'impression que c'était une blague, comme si je n'arrivais pas à croire que c'était sérieux. Ce soir-là, déjà à la maison, j'ai commencé à recevoir des messages sur mon portable. Lisa m'envoyait des messages et ça me rendait nerveuse, alors je lui ai demandé d'arrêter, mais elle m'en a envoyé un dans un vêtement. Quand mon frère aîné est entré dans ma chambre, il a vu la photo, et surpris, a sifflé et a dit « Oh, attends que maman voie ça ». Il a plaisanté en disant quelque chose comme « Cette fille est vraiment amoureuse de toi, alors tu as décidé de rester dans le placard, hein ? Et qui ne le serait pas ?» a-t-il dit en me donnant un coup de coude. Mon frère me connaissait mieux que quiconque et il savait que je n'avais pas encore tout à fait défini mes préférences. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi elle me plaisait autant, vu que j'avais déjà clairement fait comprendre qu'elle ne m'intéressait pas. Je voulais juste en finir rapidement, alors j'ai envoyé un texto à Lisa pour lui dire que mon frère était arrivé à l'improviste et avait vu sa photo, et qu'il valait mieux qu'elle ne m'envoie plus de messages de ce genre, en espérant qu'en apprenant que j'en avais parlé à ma famille, elle cesserait de m'importuner. Elle n'a pas répondu, mais à ma grande surprise, elle a commencé à discuter avec mon frère. J'ai trouvé ça étrange, mais je me suis dit que si je parvenais à l'attraper, ce serait un pas en avant pour moi. Mais ce qui est arrivé ensuite était encore plus étrange. En moins d'une semaine, Lisa est devenue la petite amie de mon frère et a commencé à venir chez nous plusieurs fois par semaine pour faire nos devoirs ou réviser ensemble. Nos parents n'étaient pas très malins, mais ils essayaient toujours de me faire venir avec eux s'ils voulaient être seuls, même s'ils finissaient souvent par le faire ouvertement, malgré ma présence. Quand cela arrivait, je me sentais vraiment mal à l'aise, comme si Lisa se donnait en spectacle, prétendant qu'elle voulait juste être avec mon frère pour m'agacer ou me provoquer. Parfois, elle me regardait même droit dans les yeux, et ça me retournait l'estomac. J'avais déjà clairement fait comprendre que je n'étais pas intéressé, mais elle était toujours dans mon viseur, me fixant du regard quand je faisais quelque chose avec lui. Parfois, je leur disais d'arrêter parce que je ne supportais vraiment pas, mais ils riaient tous les deux et me disaient que si ça ne me plaisait pas, je pouvais quitter la pièce. Je les ai prévenus que s'ils continuaient comme ça, j'en parlerais à mes parents, ce qui a d'abord exaspéré mon frère, mais j'ai tenu bon. J'ai fini par les dénoncer. Après ça, Lisa n'a eu le droit de venir qu'une fois par semaine, et je pensais que le calvaire était terminé. Mais à l'école, elle a continué à faire comme si elle s'intéressait encore à moi, m'envoyant des messages avec des photos et me disant de ne les montrer à personne, surtout pas à mon frère. Elle m'a aussi prévenu que si je disais quoi que ce soit, elle dirait à tout le lycée que j'étais gay. À l'époque, dans le sud profond où nous vivions, faire mon coming out comme ça était une condamnation à mort sociale. Je me sentais piégé, incapable de faire confiance à qui que ce soit, ni à mon frère, ni à mes parents, ni au lycée. Et Lisa n'a fait qu'empirer les choses. C'était très accablant. Ce cycle a duré environ 2 mois. Elle essayait de m'embrasser tous les jours dans la salle de bain, et heureusement, j'ai réussi à m'échapper ou à me cacher dans la salle de bain pour qu'elle ne me trouve pas. Quand elle venait voir mon frère, elle était très affectueuse avec lui et l'embrassait presque sans vergogne. Même si je lui avais répété à plusieurs reprises qu'elle était obsédée par moi, mon frère m'a répondu que je me faisais des illusions. En fait, il était amoureux d'elle et ne comprenait pas pourquoi Lisa voulait avoir affaire à moi, quelqu'un qui n'aimait pas les filles. Il disait que ce genre de choses n'arrivait que dans les pires histoires. Mais les choses allaient se compliquer à l'approche d'Halloween, car il y avait un bal, toute l'école serait là et mes parents seraient absents. J'avais envie de vomir avant le bal, alors je suis resté à la maison. Mon frère est allé chercher Lisa, et moi, je suis resté au lit. Honnêtement, je ne veux pas rentrer dans les détails de la deuxième partie. Je peux seulement vous raconter ce qu'il m'a dit. Qu'elle a commencé à se comporter bizarrement pendant le bal, disant qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle est allée aux toilettes. Il s'est impatienté et est allé la chercher. Et quand il l'a trouvée complètement partie de l'école, il a compris que quelque chose n'allait pas. La nuit dernière, après son départ, il a découvert qu'elle était allée chez lui avec une amie à l'insu de tous, et mon frère, dans un acte de folie, a pris le volant sans trop réfléchir, pensant peut-être qu'elle avait juste de la fièvre ou quelque chose comme ça. Mais quand il est rentré, elle n'était plus là. Il a essayé à plusieurs reprises de la joindre,
mais elle n'a pas répondu. Mon frère a donc décidé de rentrer. Mais en arrivant, il a vu que la porte d'entrée était grande ouverte. Il m'a alors réveillé et m'a dit qu'il y avait eu un cambriolage. Nous avons appelé nos parents, qui ont vérifié les caméras de sécurité. Mon frère arpentait nerveusement la pièce, le visage très pâle. Je lui ai demandé ce qui se passait, et il a simplement répondu « C'est Lisa ». Je n'ai pas bien compris sur le moment, mais il m'a expliqué plus tard qu'elle était venue avec un appareil photo et qu'elle était entrée dans ma chambre pendant que je dormais pour me prendre en photo avec un couteau. Pendant environ 20 minutes, jusqu'au retour de mon frère. Je ne voulais même pas regarder les enregistrements, ça me semblait trop fou. Lisa était vraiment une psychopathe. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était une bonne idée, mais le lendemain, je l'ai confrontée. Mon père a dit qu'on parlerait à l'école, mais je ne voulais pas attendre. Je voulais une réponse, et je la voulais tout de suite. Lisa n'a même pas nié, mais m'a promis qu'après les cours, elle me montrerait les photos et les supprimerait si j'acceptais de la voir en privé. Comme une idiote, j'ai accepté, pensant que cela mettrait fin à toute cette folie. Cet après-midi-là, je me suis caché derrière les gradins du gymnase et j'ai soudain senti une main froide sur ma bouche. À mon réveil, j'étais dans un sous-sol, pieds et poings liés à un lit, vêtu seulement de mon boxeur. J'avais été drogué et retenu en otage. J'ai essayé de crier à l'aide, mais j'ai réalisé que j'avais du ruban adhésif sur la bouche. Lisa est arrivée environ 30 minutes plus tard pour prendre des photos et savourer sa folie. J'ai vu cette expression de folie totale dans ses yeux et j'ai compris qu'elle n'avait aucune intention de me laisser partir. En fait, on aurait dit qu'elle voulait me faire pire. Les jours suivants, elle m'a privé de nourriture, m'a obligé à me souiller et m'a dit qu'elle avait publié les photos sur un site web pour se moquer de moi, en me crachant dessus et en faisant des choses bien plus horribles. Je ne suis pas violente, mais cette fille m'a donné envie de la tuer à ce moment-là. Je ne sais pas exactement combien de temps a passé, mais un jour, quelque chose a changé. Elle est venue avec une autre amie qui étudiait aussi avec nous et m'a exhibé comme un trophée. Mais quelques minutes plus tard, elle a reçu un appel et s'est enfuie. Désespéré, j'ai supplié l'autre fille de me laisser m'échapper. Au début, elle était si effrayée qu'elle n'a pas bougé, puis elle a appelé une autre amie. Ils m'ont détaché et m'ont dit de filer avant que Lisa ne revienne. Je ne pouvais même pas me tenir debout, mais j'ai réussi à m'échapper. Quand j'ai atteint la rue, je pouvais à peine marcher. Juste à ce moment-là, le père de Lisa m'a aperçu, l'air horrifié. J'ai alors su que je savais tout, ou du moins quelque chose. J'étais tellement déshydraté et épuisé que je ne me souviens plus très bien comment j'ai réussi à monter dans son camion. J'étais aussi dans un état lamentable, couvert de mes propres déchets, car elle ne m'avait même pas détaché pour que j'aille aux toilettes. Elle voulait me faire vivre un enfer, et elle y est parvenue. Mais à ce moment-là, je me suis retourné et j'ai vu Lisa au fond. Mon cœur a failli bondir en la voyant. J'ai regardé devant moi et j'ai vu la voiture s'engager sur une autoroute menant à la périphérie de la ville, mais je n'allais pas me laisser ramener dans cet enfer. J'ai donc donné un violent coup de volant, provoquant une collision. Le SUV a percuté violemment Lisa, la tuant. Le père a perdu connaissance, et quelques minutes plus tard, la police est arrivée. Ils m'ont demandé si je voulais faire une déclaration, mais je n'ai même pas pu parler. Des années ont passé depuis ce jour, et c'est encore difficile de le dire à voix haute, mais je peux admettre que cette fille était complètement folle et que j'ai de la chance d'avoir survécu à ce cauchemar. Laissez-moi vous raconter une histoire que je n'ai jamais pu oublier. J'ai 21 ans et je vis au Royaume-Uni. J'ai toujours travaillé dans une petite chambre d'hôte. J'essaie de mettre tout le monde à l'aise et de le souhaiter la bienvenue, même ceux qui semblent un peu bizarres. La plupart du temps, rien ne se passe, mais la semaine dernière, c'était différent. C'était la pire expérience que j'ai jamais vécue. Une nuit qui me hante encore. Tout a commencé un lundi soir. C'était la fin des vacances d'été, il y avait donc beaucoup d'activités dans le quartier, et bien sûr, beaucoup de touristes au BNB. Il y avait un couple d'étrangers et leur bébé dans l'une des chambres. Dans une autre pièce, il y avait 2 filles australiennes, et dans la chambre mansardée, il y avait un type qui m'a donné de mauvaises ondes dès le début. Il était grand, avec de longs cheveux gras, des ongles sales, et disons, il avait l'air très négligé. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste demandé dans quelle chambre elle logeait. Il est entré et a fermé la porte. Rien d'inhabituel. Il avait l'air d'un invité, alors je ne lui ai pas vraiment prêté attention,
mais ça a changé plus tard. C'est généralement le pire, vous savez? Je passe le plus clair de mon temps dans ma chambre à regarder la télé, puis à dormir. J'ai monté les grands escaliers jusqu'à ma chambre et j'ai regardé l'heure. Il était à peine 21h30, alors je pensais dormir un peu et regarder quelques vidéos sur l'ordinateur. Mais alors que je regardais mon film préféré, soudain, bam, on a frappé très fort à ma porte. Ce n'était pas un coup léger, mais un coup agressif, comme si quelqu'un était vraiment en colère. Je me suis levé et j'ai regardé par le Judas. J'ai été choqué de voir ce type du grenier dehors. Avant que je puisse réagir, il a ouvert la bouche et s'est adressé à moi directement, m'empêchant de parler. Il m'a dit que la canalisation de sa chambre avait éclaté et qu'il y avait de l'eau partout, et qu'il voulait que je vienne réparer ça immédiatement. Bien sûr, j'étais choqué, mais je me sentais aussi mal pour lui. Alors, sans trop poser de questions, j'ai ouvert la porte et je l'ai suivi jusqu'à sa chambre mansardée. Le plus étrange, c'est qu'en entrant, il a verrouillé la porte, ce à quoi je ne m'attendais pas. Et pire encore, il n'y avait pas d'eau nulle part, rien, pas la moindre trace de canalisation cassée. J'ai eu un trou de mémoire, car j'avais complètement oublié qu'il n'y avait pas de canalisation au grenier. Oui, c'est ce que j'ai pensé pendant quelques secondes, mais ce qui m'a le plus dérouté, c'est que j'ai réalisé à ce moment-là que le type avait un manche de couteau juste devant moi, dans la poche de sa veste. Je me suis figé. Sur le coup, par pur instinct, je l'ai rapidement arraché et je l'ai agité en l'air, lui ordonnant d'ouvrir la porte. Comme j'avais réussi à le désarmer, il n'avait pas d'autre choix que de l'ouvrir. Sans trop réfléchir, mon instinct m'a poussé à courir et à sortir de là au plus vite. Je l'ai entendu courir après moi à toute vitesse jusqu'au 2e étage, où il a disparu dans une pièce. Évidemment, j'ai verrouillé ma porte et appelé la police immédiatement. J'ai aussi essayé de contacter les autres clients pour leur dire de rester dans leur chambre et de ne pas ouvrir la porte. La police est arrivée quelques minutes plus tard, et à ma grande surprise, ils ont trouvé cet homme caché dans le placard de la chambre 22. Pour une raison inconnue, il a paniqué en entendant la sirène. Il n'avait qu'un sac à dos contenant des effets personnels, mais aussi du ruban adhésif, un cutter, un tournevis cruciforme et d'autres objets dont je ne veux même pas détailler les détails. Mais rien que de voir ces choses, on s'est tous demandé ce qu'il comptait me faire. Je n'ai jamais su exactement ce qu'il avait en tête, mais à en juger par le contenu du sac à dos, je peux vous assurer que ce n'était rien de bon. Ils l'ont emmené menotté, et heureusement, je ne l'ai plus jamais revu. Depuis ce jour, je pense à déménager. Je ne me sens pas en sécurité de savoir que cette personne sait où j'habite. Et chaque fois que je ferme les yeux, je ne peux oublier ce sourire narquois qu'il m'a lancé dans la voiture de patrouille et ces yeux fous qui semblent encore hanter mes cauchemars. C'était la chose la plus effrayante qui me soit jamais arrivée, et j'en ai encore la chair de poule. En 2016, j'ai décidé de partir en vacances à Paris. J'y suis resté environ 4 jours, mais cela s'est produit le 2e jour. Je crois que j'avais des billets pour l'Ubre, alors je suis parti ce matin, très excité, même si j'étais un peu intimidé, car c'était mon premier voyage seul à l'étranger. Je suis britannique et j'avais seulement 19 ans à l'époque, alors je savourais pleinement le moment. Je me souviens avoir utilisé Google Maps tout le long du trajet pour me repérer, car le trajet durait environ 45 minutes, mais ça ne m'a pas dérangé. Je marchais, et environ un quart d'heure plus tard, un homme m'a aperçu, a sifflé et m'a souri. Normalement, ça m'aurait dérangé, mais j'étais à Paris et de très bonne humeur, alors je me suis dit, qu'est-ce que j'en ai à faire? Et j'ai continué à marcher. Mais quelques minutes plus tard, il est apparu à côté de moi, un grand sourire aux lèvres, et m'a dit « Salut ». Je me suis arrêté et je l'ai regardé, un peu surprise. Il avait une vingtaine d'années et sa peau était incroyablement bronzée. J'ai dit « Salut aussi », encore un peu surprise, car je soupçonnais qu'il me suivait et que tout était très étrange. Malgré tout, nous avons commencé à discuter dans mon français catastrophique, et je lui ai dit que j'étais en visite et que j'allais à l'Ubre. Il m'a posé plusieurs questions, mais je ne me souviens pas de toutes. C'était juste une conversation classique entre deux inconnus dans la rue. Mais à un moment, je lui ai demandé pourquoi il me suivait et s'il n'avait nulle part où aller. Ça ne l'a pas perturbé du tout. Il a juste souri et m'a dit qu'il me suivait parce qu'il n'avait rien de mieux à faire, et je l'ai interpellé. Aussi simple que ça. Après, il m'a proposé de dîner ensemble ce soir-là. Dans ma tête, je me suis dit, super, ça n'arrivera pas.
J'ai donc décidé de jouer un peu avec la conversation. Je lui ai demandé s'il fumait, et il a été surpris, mais il a dit oui. Son anglais était également assez limité, ce que j'ai trouvé bizarre. Pourquoi ? Pourquoi parler à quelqu'un en anglais si on n'est pas très bon ? Bref, j'ai cherché sur Google en disant « Tu fumes de l'herbe ?» et il a eu l'air un peu perdu, mais il a ri et a dit « Oh oui, viens avec moi, on fumera plus tard. » J'ai ri aussi, pensant me moquer de lui. Je trouvais aussi étrange qu'il ne connaisse pas bien la ville, puisqu'il ignorait où se trouvait le lubrifiant. Je n'ai donc pas pris la peine de lui en demander plus sur sa vie, car il était évident qu'il n'était pas français, ou du moins pas de Paris, puisqu'il semblait bien parler français. Je lui ai dit que j'avais déjà mes billets pour le Lubre et que j'y allais directement, donc je n'allais nulle part ailleurs pour le moment. Je voulais qu'il arrête de me suivre, car j'allais dans cet endroit et il ne pouvait pas m'y accompagner. Pourtant, il a continué à me suivre. Je ne comprends pas pourquoi il me suivait, mais à vrai dire, il ne semblait pas se soucier le moins du monde de ma destination. Puis il a dit « Oh, attends-moi. On pourra dîner plus tard. Viens chez moi. Je te présenterai à mes amis et on pourra fumer là-bas. » À cet instant, mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'étais seul dans un pays, j'étais un étranger, et ce type me suivait sans cesse. Et maintenant, il m'invite chez lui comme si j'habitais en ville, mais il s'avère qu'il ne sait même pas où se trouve le Lubre, l'un des endroits les plus emblématiques de Paris. Il y avait quelque chose de louche, mais je ne savais pas quoi faire. Je suis finalement arrivé au Lubre, et ce faisant, le grand espace ouvert et bondé m'a soulagé. Je suis allé directement au kiosque pour prendre mes billets, et à ce moment-là, j'ai vu l'occasion idéale de m'éloigner de ce type, en l'ignorant complètement. Il y avait un homme âgé qui parlait clairement anglais pour les touristes. J'ai dit « bonjour » et demandé mon billet, mais mes pensées étaient si agitées que je n'ai pas remarqué l'homme qui me regardait au loin. Puis, un peu perturbé, j'ai regardé l'homme à la fenêtre et lui ai dit que quelqu'un me suivait. Son expression a immédiatement changé et nous avons maintenu le contact visuel. J'ai pointé du doigt l'extrême droite, et il a jeté un coup d'œil du coin de l'œil, puis s'est tourné vers moi. Il m'a posé quelques questions, et je lui ai dit que j'allais partir immédiatement. Il m'a conseillé de ne pas parler à ce type et de m'éloigner de lui au plus vite, ce que j'ai accepté sans hésiter. Le problème, c'est que je ne savais pas vraiment comment faire. À ce moment-là, le type s'est approché de moi et m'a demandé ce qui se passait, mais je n'ai pas quitté le regard de l'homme au guichet. Il m'a demandé si je pensais que tout irait bien, et j'ai répondu « oui, merci ». Mais le type était toujours derrière moi, même si je l'avais déjà un peu distancé. Alors que je descendais un escalator, je l'ai vu me regarder d'en haut, mais aussi regarder autour de moi, ce qui m'a mis encore plus mal à l'aise. Le plus étrange et un peu déprimant, c'est que j'ai essayé de prévenir tous les agents de sécurité, car ils étaient nombreux, avant d'entrer. Je leur ai dit qu'un type me suivait, mais personne n'y a prêté attention. Je suis même allé voir la Française derrière le guichet et je lui ai parlé du type qui me suivait. Mais elle a juste tamponné mon ticket et m'a dit « Ticket, descends ». Super, personne n'écoute, ai-je murmuré. Je suis ensuite allé au poste de sécurité du Lubre et je leur ai expliqué ce qui se passait. La femme m'a demandé mes coordonnées et m'a dit très calmement que le type voulait probablement juste me voler. En plein jour, et il m'a suivi pendant plus d'une demi-heure. Allons, ça paraît ridicule. À ce moment-là, j'ai senti un étrange frisson me parcourir tout le corps, mais au moins j'étais à l'intérieur. Il y avait plein de soldats armés qui patrouillaient, à l'intérieur comme à l'extérieur, donc dans une certaine mesure, je n'étais pas en grand danger, mais encore une fois, j'étais seul, jeune, et mon hôtel était loin. Ce type insistait pour me demander où je logeais, mais je ne le lui ai jamais dit. Je ne voulais pas que les choses deviennent plus étranges. Pourtant, comme par hasard, à l'intérieur du Louvre, je suis tombé sur les parents d'un ami qui fêtait leur anniversaire, et curieusement, séjournaient dans un hôtel près du mien. Je leur ai parlé du garçon qui me suivait, et ils étaient inquiets. Ils sont donc restés avec moi tout l'après-midi, puis m'ont raccompagné à l'hôtel. En sortant du musée, j'ai regardé autour de moi et je l'ai revu. Il se tenait là, dans la foule, à m'observer. Il a fait un geste pour se rapprocher, mais lorsqu'il a vu Madame et Monsieur Paltrow avec moi, il s'est arrêté, et au bout de quelques minutes, je l'ai perdu de vue. C'était la dernière fois que je le voyais. Heureusement, j'ai pu profiter du reste de mon voyage et ne l'ai plus croisé.
À ce jour, j'ignore quelles étaient ses intentions, mais je n'en ai parlé à personne, et encore moins à mes parents, pour ne pas les inquiéter. Mais c'était une expérience très déstabilisante. Je vis dans une ville où les transports en commun sont un vrai calvaire. Il y a très peu d'employés, et la plupart du temps, il faut jongler pour que son bus arrive à l'heure. Cela peut être vraiment chaotique, même du lundi au vendredi. Imaginez devoir appeler à chaque fois pour confirmer l'arrivée d'un simple bus. S'il n'arrive pas, le répartiteur vous dit qu'il vous chargera de vous rendre au travail. Même si c'est souvent aussi compliqué, il y a des jours où la situation empire, comme les jeudis et vendredis, par exemple, où c'est la folie. Ce vendredi-là, j'étais à l'arrêt de bus pour vérifier toutes les quelques minutes si le bus arrivait vraiment, mais alors j'ai décidé de faire appel à un service de transfert privé. C'est un peu plus cher, mais peu importe. Mon chauffeur ce jour-là était un homme d'un certain âge, très sympathique, et dès que je suis monté dans la voiture, nous avons commencé à discuter. Étant un ancien barman habitué à traiter avec toutes sortes de personnes, je n'ai pas trouvé ces questions inhabituelles. En riant, je lui ai dit que je n'étais pas marié et que je vivais plutôt reclus. Comme d'habitude. Je travaille, je rentre à la maison et je profite du temps passé en famille. Puis il m'a surprise en me disant qu'il m'épouserait sans hésiter, tout en me regardant attentivement dans le rétroviseur. Je pensais que cet homme était juste un de ces gens enjoués qui aiment faire ce genre de blagues, alors j'ai ri. J'ai changé de sujet et lui ai demandé de me déposer au supermarché du centre-ville, car j'avais quelques courses à faire avant le travail. À ce moment-là, presque sans prévenir, il a plaisanté sur le fait d'être marié et d'avoir un fils de mon âge, puis il m'a posé une question qui m'a fait réfléchir. Il m'a demandé si j'étais intéressé par une rencontre avec son fils, sachant que j'avais un passé de relations amoureuses ratées et qu'il était un garçon sympa, et même beau. J'ai joué le jeu et lui ai demandé de me montrer une photo pour voir si j'étais intéressé. Il a ri et m'a dit qu'il n'en avait malheureusement pas avec lui pour le moment, mais que si je lui donnais mon numéro, il pourrait me l'envoyer plus tard. Son fils pourrait m'envoyer un SMS pour savoir si j'aimerais qu'on se voit un jour. J'y ai réfléchi un peu et j'ai décidé que ce n'était pas si mal de sortir de ma zone de confort de temps en temps. Alors, sans faire d'histoire, je lui ai donné mon numéro. Grosse erreur. Le lendemain, il m'a envoyé un texto pour me demander si j'avais besoin qu'on me conduise au travail. Honnêtement, il n'en avait pas besoin, car il était quasiment sûr que le bus fonctionnait. Alors je lui ai dit que c'était un plaisir, mais que ce n'était pas nécessaire. Cependant, il a insisté pour dire qu'il serait ravi de m'aider et qu'il viendrait me chercher à 15 heures. J'ai fini par accepter. 1 heure plus tard, il m'a envoyé un autre SMS pour me demander si je voulais déjeuner avec lui avant d'aller travailler. Je lui ai répondu précipitamment que je ne pouvais pas, car j'étais occupé, et il m'a simplement répondu « D'accord, à 15 heures ». À l'heure convenue, il est arrivé ponctuellement et m'a dit qu'il était dehors. Pendant que je finissais de rassembler mes affaires, il est sorti de la voiture et a commencé à monter les escaliers jusqu'à chez moi. Je lui ai alors dit que j'étais prête et que nous pouvions aller où nous serions d'accord. Une fois monté dans la voiture, il s'est tourné vers moi et m'a annoncé qu'il devait me faire une confession. Il m'a dit que depuis que j'avais enlevé mon masque, celui de protection contre la Covid, au cas où son cœur battait la chamade et qu'il ne cessait de penser à moi. À ce moment-là, je me suis senti un peu bizarre, car, selon lui, il ne cessait de penser à moi depuis la veille et aurait adoré qu'on passe du temps ensemble. Évidemment, cela m'a un peu dérangé, surtout parce qu'il m'avait annoncé qu'il était marié et qu'il souhaitait que je rencontre son fils, mais il s'avère maintenant que quelqu'un d'autre était intéressé. Cependant, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est lorsqu'il m'a dit qu'il me paierait même pour mon temps si je décidais de passer la journée avec lui. À ce moment-là, j'ai commencé à me sentir complètement à l'écart. Je me suis inquiété et j'ai commencé à penser que c'était peut-être une mauvaise idée d'accepter sa gentillesse. Car dans une telle situation, avec quelqu'un qui semble amical mais qui sent déjà le prédateur, il est parfois plus prudent d'agir calmement que de paniquer. Il n'arrêtait pas de parler pendant le trajet, me disant qu'il avait eu le coup de foudre pour moi et qu'il voulait que je sois sa reine latina, parce que je suis à moitié mexicaine et que je le lui avais dit la veille. Sérieusement, tout ça m'a laissé un peu sous le choc. À mesure que nous approchions du centre-ville, j'ai commencé à ressentir un certain soulagement. Il m'a déposé à mon hôtel et avant de partir, m'a souri et m'a dit « Salut, à demain ». Je lui ai adressé un sourire crispé,
lui ai fait un signe de la main et suis immédiatement sorti de la voiture. Ce soir-là, après une journée de travail chargée, j'ai consulté mon téléphone pendant une pause pour me détendre et prendre un café. C'est alors que j'ai vu que j'avais reçu quelques messages de lui. Il m'avait envoyé une photo de son hôtel et disait qu'il m'attendrait pour me ramener. En lisant ça, j'ai vite répondu que j'avais déjà un chauffeur. Merci, mais j'appréciais quand même l'offre. Le lendemain, samedi, je devais faire quelques courses avec ma mère et ma sœur. Puis, sans prévenir, j'ai reçu un autre message de ce type, me demandant à quelle heure il pouvait venir me chercher, car il n'arrêtait pas de penser à moi. Je lui ai poliment demandé de se calmer parce que j'étais avec ma famille, mais ça ne l'a pas empêché de continuer à m'envoyer des textos tout l'après-midi et toute la soirée. Il m'a rempli la tête de mots me disant à quel point ça lui faisait mal de ne pas pouvoir être avec sa reine latine. C'était bizarre, et j'ai insisté pour qu'il arrête. Dimanche matin, c'est là que les choses ont vraiment dégénéré, quand un type m'a lâché, je me fiche de ce que tu penses. J'essayais encore de comprendre ce qui s'était passé et je lui ai dit que c'était un malentendu. J'ai essayé de lui expliquer qu'il avait une femme et que ce n'était pas normal, mais il m'a répondu qu'il avait déjà parlé de moi à sa femme, qu'il était amoureux de moi et qu'il avait même demandé le divorce. Je n'arrivais pas à y croire. Je l'ai supplié de ne pas le faire et que ce n'était pas une façon de traiter sa femme, mais il a ensuite sorti une autre de ses blagues. Je viens te chercher pour dîner à 17h30 et je n'accepterai pas un refus. À ce moment-là, j'ai décidé qu'il valait mieux ignorer ses textos et continuer ma journée de congé. Mais vers 17h25, j'ai reçu une alerte à ma porte. C'était lui, debout sur mon porche, et il a attendu là pendant au moins 15 minutes. Je n'arrivais pas à y croire, mais j'ai finalement trouvé le courage de lui dire que je n'étais pas là et de partir. Mais devinez quoi? Il n'abandonnait pas. Il a continué à me bombarder de messages, me suppliant même de l'attendre et de le laisser venir me chercher chez mes parents, comme si c'était ce que j'allais faire. J'étais à la maison tout le temps, mais j'avais trop peur pour le contacter. Finalement, j'en ai eu assez et j'ai décidé d'appeler le commissariat, même si ce n'était pas une urgence. Le temps que je termine l'appel, il était parti. J'ai quand même déposé plainte, mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire à moins qu'ils ne me menacent directement. Quant à la situation avec le service de transport où je travaillais, j'ai également décidé de porter plainte, mais je n'ai toujours pas eu de réponse. Honnêtement, toute cette histoire a été l'un des moments les plus perturbants et terrifiants de ma vie. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple conversation dans un taxi puisse se transformer en quelque chose d'aussi étrange, et encore moins d'aussi menaçant. Maintenant, j'espère juste que ça va passer et que tout reviendra à la normale. Tout a commencé par un simple verre d'eau fraîche le matin. Je me suis réveillé, je suis sorti du lit, je suis descendu et j'ai rempli un grand verre d'eau du robinet. Puis je suis allé au réfrigérateur, j'ai sorti un citron et je l'ai pressé dans mon verre. Une recette naturelle que j'avais vue sur TikTok et qui était censée être miraculeuse pour contrôler mon cholestérol et mes triglycérides. C'était environ le 10e jour où j'avais suivi cette recommandation, et honnêtement, je ne savais pas si ça fonctionnait, mais ça faisait du bien de commencer la journée avec cette boisson plutôt que mon café noir serré habituel. Cependant, cette fois, l'eau est tombée du mauvais côté et j'ai commencé à tousser. J'ai failli m'étouffer. Je posais le verre sur le comptoir, me penchais dessus et me frappais la poitrine jusqu'à ce que je parvienne à arrêter de tousser. Quand je me retournais, le verre avait disparu. Je me figeais, mes yeux parcourant la cuisine, et je sentis un mouvement dans l'air, comme si quelque chose bougeait. Soudain, je traversai la pièce en courant, mais mon talon heurta quelque chose. Je me suis retourné, et à ma grande surprise, c'était un autre verre d'eau qui était tombé par terre avec un bruit sourd. Je les ramassai et les contemplai comme s'il s'agissait d'un étrange objet venu d'une autre planète. J'ai appelé ma sœur pour lui raconter ce qui s'était passé, et elle s'est moquée de moi, suggérant qu'il devait y avoir une explication logique. Peut-être que j'étais encore à moitié endormi, ou que la décoction, selon ses propres termes, que je buvais affectait mon cerveau. Peut-être avait-elle raison, me suis-je dit. Pas à cause de mon précieux verre d'eau citronnée, mais parce que je pouvais encore être à moitié endormi. Ou peut-être que le verre était tombé à cause de ma toux et avait fini par terre. Mais ce n'était pas tout. D'autres événements étranges se sont produits fréquemment. Chaque événement était plus ou moins étrange que le précédent, mais j'essayais toujours de l'ignorer et de chercher des explications. Puis, une nuit, je me suis réveillé en sursaut. Il était 2h58 du matin, un mardi,
et une lumière vive m'aveugla. Les lumières étaient allumées, et je crus m'être levé sans m'en rendre compte. Je décidai de sortir du lit et de faire le tour de la pièce. Puis je remarquai quelque chose qui me mit très mal à l'aise. La porte de ma chambre était ouverte, mais cela ne me dérangea pas autant que le verre d'eau à moitié vide posé dans le couloir au-dessus. Cela m'a dérangé pour plusieurs raisons, mais surtout parce que je ne l'avais pas laissé là. Je me suis discrètement éclipsé, suis descendu et ai ramassé le verre, regardant autour de moi pour voir s'il y avait quelqu'un. Mais comme je vivais seul, c'était très improbable, à moins qu'un intrus ne soit entré par effraction chez moi. En regardant le verre, j'ai vu des traces de doigts des dizaines. J'ai littéralement laissé tomber mon verre en voyant ça. Il a heurté le tapis et s'est renversé, formant une flaque qui s'est rapidement absorbée. J'ai regardé par-dessus mon épaule et un sentiment de malaise m'a envahi. Que se passait-il? Je me suis redressé, et à ma grande horreur, j'ai aperçu un autre verre d'eau à moitié vide en haut des escaliers. J'ai continué à marcher, j'ai regardé en bas et j'en ai trouvé un autre à mi-chemin. En descendant, j'ai découvert une traînée de verres vides qui semblait avoir été intentionnellement laissée partout dans l'escalier et le couloir. À ce moment-là, j'ai pensé appeler la police, alors j'ai instinctivement attrapé mon téléphone, pour finalement me rendre compte qu'il n'était pas là. Je le gardais toujours dans ma poche, même quand je dormais. Ça m'a fait froid dans le dos de ne pas le trouver. Quelqu'un se cachait sûrement chez moi. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule vers le couloir menant à ma chambre et me suis demandé si mon téléphone était sur le lit, mais juste au moment où j'allais vérifier, j'ai entendu un bourdonnement sur le parquet. Cette vibration familière des notifications. Attendez, mon téléphone était en bas. J'ai fait un pas en avant, pris une grande inspiration et me suis dirigé vers la cuisine où je l'ai trouvé bourdonnant par terre. Je l'ai ramassé et j'ai allumé l'écran. J'en avais assez. J'allais appeler la police, mais je suis resté figé. En haut de l'écran, j'ai vu une étrange notification. Nouvelle photo enregistrée sur iCloud. J'y ai réfléchi un instant, mais j'ai finalement appuyé sur la notification et mon cœur s'est arrêté. C'était une photo de moi en train de dormir. Prise à 2h57 du matin, juste une minute avant mon réveil. Une vague de terreur m'a envahi tandis que je faisais le lien entre les points. Les verres d'eau, les lumières allumées, mon téléphone par terre, et maintenant cette photo de quelqu'un qui était entré dans ma chambre pendant mon sommeil. Sans hésiter, j'ai composé le 911 et heureusement, une opératrice a répondu rapidement. « Où êtes-vous » a-t-elle demandé. J'ai répondu en indiquant mon adresse et en disant « Y a-t-il quelqu'un à la maison? Êtes-vous dans une pièce? Veuillez vous mettre en sécurité et fermer la porte. » L'opératrice n'avait pas fini de prononcer sa phrase qu'elle courait vers les toilettes les plus proches. J'ai fermé la porte et les verrouillé. « Ça va, monsieur » ont-ils demandé. « Oui » ai-je répondu, mais avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, j'ai entendu une porte claquer à l'étage. « Il est en haut » ai-je murmuré d'une voix tremblante. « Les secours arrivent, concentrez-vous sur votre respiration » m'a dit l'opératrice comme si c'était facile. Soudain, d'autres bruits retentirent à l'étage, et une autre porte claqua. L'intrus fouillait chaque pièce. Ce fut ma première pensée. « Monsieur, êtes-vous là » demanda à nouveau la voix. Je murmurai « oui » en entendant les portes claquer de plus en plus près. La dernière porte à l'étage claqua, et soudain, j'entendis une porte en bas s'ouvrir et claquer. Soit plusieurs intrus, soit cet homme était incroyablement rapide. « Monsieur, êtes-vous toujours aux toilettes » demanda l'opératrice. Comment savait-il que je me cachais ici? Je ne le leur ai jamais dit. « Monsieur, êtes-vous là » répéta la voix, cette fois-ci clairement au-delà de la porte. J'ai réalisé que l'intrus me parlait au téléphone, se faisant passer pour un opérateur des urgences. À cet instant, mon cœur s'est serré et j'ai su qu'il fallait agir vite. La poignée de la porte de la salle de bain a claqué. « Monsieur, ouvrez la porte » a dit une voix insistante à l'autre bout du fil. Je me suis figé et j'ai laissé tomber mon téléphone. J'ai agrippé la poignée de toutes mes forces et j'ai tiré. « Veuillez ouvrir la porte. » Je répétais sans cesse. La lumière du couloir vacillait, s'allumant et s'éteignant à un rythme effréné. « On ne peut pas vous aider si vous n'ouvrez pas la porte » dit l'homme en riant presque. Soudain, j'ai entendu claquer la porte d'entrée. « Police » cria une voix. Je restai silencieux, méfiant de ce qui se passait. Ce qui se cachait ne semblait pas obéir aux règles de la logique,
alors je restai immobile, les mains agrippées à la poignée de la porte. « Bonjour », dit une voix grave. Je n'obtiens pas de réponse. « J'appelle du renfort », ajouta-t-elle plus tard. Je me suis caché dans la salle de bain pendant ce qui m'a semblé une éternité, jusqu'à ce que la police me trouve enfin, tremblant comme une gelée. Je leur ai parlé de la personne au téléphone et des verres d'eau par terre, mais comme prévu, ils m'ont envoyé passer une évaluation psychologique. J'ai été libéré quelques jours plus tard, mais personne ne m'a cru, même pas quand je leur ai montré la photo de moi endormi. Le mois suivant, j'ai décidé de déménager. Il était hors de question que je reste là après ça. Avec le recul, j'aurais dû partir bien plus tôt. Maintenant, je vis dans une maison plus petite dans le nord de l'État, avec moins de recoins où les intrus pourraient se cacher. J'ai des caméras partout, donc si quelqu'un essaie d'entrer par effraction, j'aurai une preuve. De plus, ils sont connectés à mon téléphone, ce qui me permet de les visionner pendant que je suis au travail. Je suis peut-être lâche, mais pas idiot. Plusieurs mois se sont écoulés depuis cet incident, et jusqu'à ce soir, rien d'étrange ne s'était produit. J'ai même commencé à penser que ma sœur avait peut-être raison, que j'avais peut-être juste eu un moment de folie. Mais maintenant, me voilà allongé dans mon lit, paralysé par la peur. Écrire ce que je ressens est la seule chose qui me calme un peu. Il y a environ 1h15, je suis rentré du travail et je me suis couché. C'était ma première erreur. J'ai brisé ma routine. Je vérifie toujours les caméras avant d'entrer, mais j'étais fatigué et je pensais pouvoir le faire depuis mon lit. Évidemment, aujourd'hui, quelque chose allait se passer. Il y a 9 heures, la caméra de la chambre a détecté un mouvement. J'ai visionné les enregistrements sur mon téléphone. Au début, j'ai vu des images de moi m'apprêtant à partir. J'étais soulagé. Il n'y avait que moi. Mais 30 secondes après mon départ, la caméra a détecté du mouvement dans ma chambre, et les images ont montré ma chambre vide et sombre. J'ai plissé les yeux. Soudain, les lumières ont commencé à clignoter, et c'est alors que je l'ai vue. Une silhouette est apparue au milieu de ma chambre, les mains sur le visage comme si elle jouait à cache-cache. Les images ont accéléré. Des ombres se déplaçaient sur les murs tandis que le soleil se couchait, mais cette personne restait immobile. Lorsque les images revinrent en temps réel, seulement 30 secondes avant mon arrivée, la silhouette sembla s'animer en m'entendant. Puis elle s'agenouilla, les mains toujours sur le visage, et d'un mouvement quasi robotique, se glissa sous le lit où j'étais allongé. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais il n'y a que 2 explications. Soit je suis confronté à quelque chose de surnaturel, soit j'ai vraiment besoin d'une aide psychologique.